Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le président de la section du contentieux, Madame la présidente de la première chambre civile de la Cour de cassation, Monsieur le préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, Madame la secrétaire générale du gouvernement, Monsieur le membre du Conseil constitutionnel, Monsieur le membre du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Monsieur les présidents de section du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre de la Cour de cassation, Messieurs les premiers avocats généraux de la Cour de cassation, Monsieur le procureur européen, Monsieur le procureur financier, Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris, Messieurs les représentants des barreaux des cours suprêmes européennes, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers amis de la conférence. Inventer. Inventer, c'est penser à côté, selon une célèbre formule que l'on attribue volontiers à Albert Einstein. Il ne peut y avoir d'innovation que si l'inventeur fait ce pas de côté. La transgression est au cœur de la pensée conceptive. Innover suppose d'admettre le désordre, de sortir d'un ordre pour en inventer un autre. Dans ces conditions, le juriste peut-il, lui aussi, innover? La pensée juridique peut-elle accueillir l'innovation et, partant, la transgression? C'est là ma conviction profonde. Le droit n'est pas qu'un système de normes, c'est aussi et surtout un savoir. Et s'il est en mutation permanente, ce n'est pas simplement le fait des pulsations de notre société qui dictent ses besoins. Avant tout, si le droit est vivant, c'est parce qu'il est un système de construction de savoir, parce qu'il est une science sociale bien évidemment, mais une véritable science, et toute science a ses inventeurs. Qui sont-ils donc, ces inventeurs, tous ceux qui concourent à alimenter le fleuve de ce savoir juridique? L'idée peut jaillir ici de la rédaction d'un texte législatif ou réglementaire, là d'une note de doctrine ou d'une décision de justice, ailleurs encore de conclusions et de mémoires d'avocats. Tentons ensemble, si vous le voulez bien, d'approcher la figure de ces juristes inventeurs, celles et ceux qui nous ont précédés, celles et ceux que nous essayons d'être, celles et ceux que, je l'espère, vous aspirez à devenir. Cet ouvrage est exigeant. L'on attribue souvent au hasard des inventions majeures. Sérendipité, dit-on, pour désigner ces découvertes fortuites. L'inventeur est, il est vrai, souvent découvreur de trésors par hasard. La Vénus de Milo, découverte par un paysan grec dans son champ, comme la découverte des Amériques, doivent beaucoup au hasard. Mais le hasard, et c'est heureux, n'est pas l'unique source d'invention. Pour l'Académie française, la sérendipité est aussi une disposition de l'esprit, une qualité intellectuelle qui permet de tirer parti d'une situation imprévue, inhabituelle, inconnue. C'est cette sagacité qui a permis à Alexander Fleming de repérer et d'isoler, dans des moisissures découvertes par hasard, une substance antibactérienne, celle qui permettra le développement de la pénicilline. Toute innovation repose ainsi sur des visions, des conjectures, des propositions dont la caractéristique essentielle est précisément d'être partiellement inconnue tout en étant désirable. C'est la recherche de cet inconnu désirable, cher au professeur Armand Hatchuel, lui-même chercheur et pionnier
dans l'étude des dynamiques cognitives dans les entreprises innovantes. Les grandes innovations, notamment juridiques, sont toutes nées de ce mouvement. Alors, quelles sont les qualités exigées du juriste inventeur, en particulier des avocats que nous sommes? Même chez les spécialistes, l'une des qualités essentielles, je crois, est d'être aussi des généralistes. Le juriste innovant, le juriste inventeur, ne doit-il pas s'inspirer de l'honnête homme que nous décrit si bien Pascal? Cet honnête homme qui doit savoir peu de tout, car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. Pascal, philosophe bien sûr, mais également mathématicien, physicien, théologien et inventeur, ayant inspiré notamment la machine à calculer, la pascaline, comme la presse hydraulique. Si vous le voulez bien, arrêtons-nous un instant sur les qualités requises de cet honnête juriste pascalien. Des esprits taquins, et je sais qu'il y en a dans la salle, me diront que cette tâche leur paraît d'autant plus nécessaire que, comme l'écrivait George Sand, rien ne ressemble tant à un honnête homme qu'un coquin qui connaît son métier. Bien sûr, la détention d'un savoir spécialisé n'est nullement à proscrire, et la connaissance du spécial peut aider à comprendre le général. Il n'y a qu'à voir les apports révolutionnaires dans la compréhension de l'univers, de la physique quantique, dont les explorations sont nanoscopiques. Mais le juriste transversal, le juriste généraliste, peut, quant à lui, provoquer l'inconnu lorsqu'il explore des contrées inédites. Il peut ainsi, en s'égarant dans des territoires qui ne sont pas les siens, faire ces quelques pas de côté, ceux qui permettent de penser autrement, ceux qui permettent la véritable innovation. Au XXIe siècle, ce juriste inventeur doit affronter de nouveaux défis. Je m'en tiendrai à en signaler deux. Le premier défi tient à l'abondance des sources du droit. Doit-on y voir un frein à toute innovation? Le constat est banal, il est régulièrement relevé, souvent décrié. Ce constat, c'est celui de l'expansion du droit. Expansion verticale, d'une part, l'empilement de normes nationales, européennes et internationales ne fait plus débat. L'idée paisible de hiérarchie des normes est trompeuse, autant d'ailleurs que celle de pyramide de Kelsen. Cette idée décrit mal la richesse des différents contrôles de conformité d'une norme à une autre et les interactions qui se développent entre ces différents types de contrôles, contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité, contrôle de compatibilité avec le droit de l'Union européenne. Bien plus qu'une contrainte, ce droit saisi dans ses reliefs par des normes de hauteur différentes offre aux praticiens que nous sommes de puissantes ressources dans l'interprétation, dans l'imagination et dans l'action. Expansion verticale, vous ai-je dit, expansion horizontale aussi, celle-ci étant le produit de deux phénomènes. Le premier phénomène tient à la densification des sources et à leurs interactions complexes. Il n'est pas rare que la loi renvoie à des normes dites de droit souple, telles que des codes de bonne conduite ou des codes de déontologie. On pense également à la référence faite à la doctrine par la Cour de cassation dans certains de ses arrêts. C'est dire si l'expansion normative désigne en réalité moins l'inflation législative tant décriée que cette toile d'araignée, ce réseau tissé entre les différentes sources du droit. Un second facteur d'expansion horizontale tient au phénomène de compartimentation du droit, à ces cloisonnements qui dresseraient, selon certains, autant de barrières à des évolutions communes. Je ne pense pas que cela soit le cas. De grands mouvements
traverse ces différents compartiments du droit. Numérique, environnement, essor des droits fondamentaux, droits des générations futures, tant de notions appelées à irriguer de multiples branches du droit, contribuant de ce fait à les décloisonner. Il y a là autant de faisceaux qui traversent les différentes matières juridiques. Bref, à la manière de la lumière blanche qui, traversant le prisme de Newton, se disperse dans toutes les couleurs du cercle chromatique, le système juridique est lui-même régulièrement traversé par des faisceaux normatifs. En définitive, contrairement à l'expansion de l'univers qui éloigne les objets, gageons que l'expansion du droit rapproche les notions, les catégories, et offre aux juristes inventeurs, aux juristes transversales, de puissantes ressources à son art. Il devra pour cela osciller entre son savoir général et ses spécialités ou ses prédominances. Le droit lui-même évolue selon ce balancier. Le général et le spécial ne doivent pas seulement être saisis en termes de conflit de normes. Si le droit général ou commun guide l'interprétation du droit spécial, les normes spéciales enrichissent, elles aussi, et réciproquement, les règles générales. Il en est ainsi, par exemple, du droit de l'urbanisme, devenu, au fil du temps, en particulier avec l'essor de la régularisation, un véritable laboratoire d'innovation processuelle dans notre jurisprudence administrative. À l'heure de l'expansion, le juriste généraliste a donc toute sa place. Ce juriste généraliste doit faire preuve d'agilité et d'empathie. Agilité d'abord, parce que la géographie du droit, ses reliefs, ses nouveaux territoires, imposent une plasticité du raisonnement, une capacité à déployer un raisonnement apte à saisir des questions variées, une aptitude à se mouvoir sans jamais se perdre. Empathie ensuite, car les dossiers d'un avocat offrent toujours des plongées dans des mondes nouveaux, des professions différentes, des entreprises différentes, des processus techniques différents de fabrication. L'avocat doit se montrer sensible à tous ces mondes, afin d'y apposer les bonnes qualifications juridiques. J'en viens au second défi qui se présente à nous. Comment construire un savoir à l'épreuve des technologies d'information et de l'intelligence artificielle? La question est tout sauf théorique et elle est très actuelle. En premier lieu, j'ai la conviction profonde que la profusion de l'information juridique est une opportunité, est une chance. Mais l'information, qu'elle soit un flux en circulation ou stockée au sein de bases de données, n'est pas toujours un savoir vérifié et ordonné. Aussi, méfions-nous des flux d'informations immédiats et permanents qui, par exemple, sont peu soucieux de précautions que requiert la lecture attentive d'une décision. L'information suppose une vérification. Et l'on ne peut que saluer, à cet égard, le travail de pédagogie et d'explication parfaitement assuré par les services de documentation et de communication de l'ensemble de nos hautes juridictions. Quant aux bases de données juridiques, elles offrent indéniablement de précieux outils pour l'analyse, pour peu que l'on sache chercher. Chercher, c'est savoir interroger, c'est aussi savoir s'interroger. Le questionnement est un art qui s'apprend. Surtout, les réponses obtenues ne sauraient être vues comme un résultat qui fermerait la pensée. Ces réponses sont une occasion de réfléchir, de questionner à nouveau, de douter davantage pour élaborer un raisonnement pertinent. L'accès à l'information ne saurait remplacer ces questionnements. C'est là une condition de l'esprit critique indispensable aux juristes citoyens d'aujourd'hui et plus encore de demain. Placé au cœur de la validité du raisonnement juridique, le syllogisme requiert un puissant travail des prémices. Il importe, en particulier, de savoir rendre compte du droit
d'une jurisprudence remise dans un contexte. Il ne suffit pas, pour les praticiens que nous sommes, de se réfugier derrière une solution qui nous est favorable. Encore faut-il expliquer pourquoi cette solution trouve place dans l'ordre juridique. Enfin, le développement de l'intelligence artificielle requiert de semblables précautions. Ne soyons pas craintifs. Ces technologies se développent et sont appelées à se développer davantage, sans doute plus encore d'ailleurs dans les systèmes juridiques de common law, pour lesquels l'intelligence artificielle peut, à certains égards, plus aisément s'adapter à la règle du précédent. C'est là, d'ailleurs, un point de vigilance qu'il nous faut garder à l'esprit. En ce qu'elle consacre la force du précédent, ces intelligences et leurs algorithmes développent une tendance naturelle à écraser l'inconnu qui n'y trouve pas sa place. Or, ignorer l'inconnu, classer l'inconnu comme indésirable, c'est, d'une certaine manière, entraver l'innovation. L'intelligence artificielle enrichira sans doute notre travail, mais cela sera à la condition qu'elle demeure un outil, qu'elle fasse de nous des juristes augmentés et non pas des penseurs étriqués et donc des juristes diminués. L'intelligence artificielle ne saurait se substituer à nos questionnements, à notre discernement, à notre sentiment aussi d'une solution juste. À vous, chers amis de la conférence, jeunes juristes d'aujourd'hui et de demain, je vous souhaite d'innover et de toujours cultiver et ménager votre capacité de penser à côté. Je vous remercie de votre attention.